Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Regardez comme c'est beau, regardez, nous sommes installés avec des Rétais, des Martinais surtout de Saint-Martin-de-Ré qui sont venus nombreux. Bonjour madame, monsieur, merci d'être là. Et vous aussi, merci d'être avec nous sur l'île de Ré comme si vous y étiez. On va tout vous faire découvrir de cette île magnifique que l'on appelle la Blanche, l'île Blanche, pour le sel que l'on voit partout, les marais salants, et puis la couleur, c'est la donc, comme dirait notre ami Jean-Sébastien Petit-Demange, de sa mer, avec son flux et son reflux, si agréable pour aller faire la pêche à pied en famille. Je me sens très poétique, moi, ce matin. C'est le mercredi. Hein. Regardez, vos amis, les spécialistes sont autour de la table. Ils vont vous faire partager les bonheurs de cette île. Qu'allons-nous découvrir également dans l'émission? Quel reportage allez-vous suivre? Regardez. C'est incontournable. Si vous passez sur l'île de Ré, le phare des baleines guide les navires à plus de 50 km et son ascension promet une vue époustouflante sur toute l'île. Vous l'avez compris, qui s'y est collé? L'ami Jean-Sébastien Petit-Demange, il va vous y guider. On pourrait les appeler les médecins des livres de l'île de Ré. Cet atelier est réputé dans toute la France pour son savoir-faire dans la restauration et la reliure à la main des documents les plus anciens. C'est avec Alicia Fall. L'harmonie rétaise se retrouve aussi côté jardin. Dans ce coin de verdure, ce pépiniériste paysagiste a créé une pépinière à son image avec des compositions époustouflantes d'originalité. C'est Nathalie Simon qui nous emmène dans son univers. Inutile de vous dire que le ciel est bleu, le soleil est avec nous, les prémices des vacances pour cette dernière semaine en votre compagnie, notre dernière destination, bien que, vous le savez déjà, nous nous retrouverons dès l'été pour l'été en France. Mais aujourd'hui, c'est Midi en France et c'est ici, sur l'île de Ré. C'est parti. Regardez cette belle île de Ré avec le travail de notre ami Vauban, comme on vous l'a dit, qui a fait rénover, innover, construit ses forteresses en étoiles, bien qu'il n'y ait jamais eu d'attaque, comme on vous l'avait dit, les plages de l'île de Ré, Trou Biche, Trou Chemise, les kitesurf, oui, regardez, ici il y a du vent, on peut, et puis ce phare qui est un des points culminants de cette île, où sommes-nous? Eh bien, regardez la région Poitou-Charentes, et puis ce département ici de Charente-Maritime, vous voyez, l'île de Ré, oui, c'est bien là. Où sommes-nous installés? Eh bien, c'est le petit point rouge qui est là. Vous voyez, Saint-Martin de Ré, très protégé. Un magnifique village avec ses fortifications de Vauban. Et puis ce pont qui nous mène ici de 3 km depuis 88. D'ailleurs, assez haut, de sorte que, en fait, les bateaux militaires puissent passer en dessous. Et c'est pour ça qu'il a été construit si haut, ce pont flexible d'une haute technologie. Sachez-le, que vous emprunterez cet été, nous vous le souhaitons, pour venir visiter, regarder cette architecture, ce patrimoine bâti préservé, ici même, celui de Vauban à plus de 4 siècles. Il est toujours là. Et puis, voyez cette mer que nous souhaitons d'ailleurs pour l'été, pour aller vous y bagnauder, naviguer avec le vent, voile, bateau, moteur, pêche à pied. Tout est possible ici, sur l'île de Ré. Merci Patricia Perrin d'être avec nous comme chaque semaine, de représenter la rédaction de Poitou-Charentes. Aujourd'hui, une image importante, une image vue de haut. Évidemment, on propose toujours des images exceptionnelles, uniques pour Midi en France. Qu'est-ce que tu proposes? Celles-là le sont véritablement. On va prendre le temps de les observer. Ce sont des images du port ici à Saint-Martin-de-Ré. C'est la carte postale rêvée que tous les touristes ramènent après leur séjour en vacances. Donc Saint-Martin-de-Ré, son port, ses commerces. C'est l'un des plus grands ports de l'île, donc il est à l'abri ici grâce au rempart. L'eau, la hauteur de l'eau du port est régulée par une écluse qui est à l'entrée. Tout ça, bien sûr, vous pourrez l'observer en venant vous promener ici à Saint-Martin. Alors, il faut savoir qu'il y a bien sûr énormément de bateaux. 220 anneaux sont disponibles ici. Des bateaux, vous l'avez dit tout à l'heure, Laurent. Ici, on a à la fois des bateaux à moteur, comme voilà, sur la Méditerranée, par exemple. Mais on a aussi énormément de petits voiliers. Vous les découvrez ici, vue du haut. 52 emplacements sont réservés toute l'année pour les touristes de passage. Ça veut dire que même si on n'a pas son bateau amarré ici au port, on peut venir faire une petite escale et profiter de ce paysage magnifique. Ouais, et tu as bien raison, Patricia. C'est vrai qu'on a envie de s'y arrêter. Hein. Quand on voit ces belles images, venez sur l'île de Ré, venez découvrir cette île magnifique, comme l'ont fait d'ailleurs, regardez, nos plus grandes femmes. Pauline qui est à côté de nous, qui est venue nous retrouver. Pauline de Libourne, qui est siglée aux couleurs de Midi en France. Regardez.
les t-shirts, il y a les photos avec tout le monde, avec Nathalie, avec son Lolo ici. Et puis là, toute la famille, regardez, voilà, toute la famille est là, toute la famille de Midi en France sur le t-shirt. Ça va bien, Pauline? C'est toujours aussi bien, Midi en France, tu suis? Ah oui, c'est super bien. Elle a beaucoup de goût, Pauline. Quel âge a Pauline? Ben, j'ai 12 ans, du 24 février. Elle a 12 ans depuis le 24 février. Elle est grande, hein? Ouais. Merci, Pauline. Bravo. Un grand merci à Pauline et à sa famille. L'ami Fernion. Ah, tu me l'offres en plus? Oh là 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 là. Oh, mais dis Regarde, donc. Tu vas faire des jaloux, Lolo. C'est Alors toi. ça, tu sais quoi? Ça va être dans notre loge. Tu sais que tu as vu Pauline, tout ce que tu nous as offert, évidemment. Et, et vous le verrez d'ailleurs dans les coulisses Oui, le de petit Midi en musée France. Midi en France. Le petit musée Midi en France que l'on peut voir sur le Midi en France officiel de Facebook, évidemment. D'ailleurs, ça me permet de saluer aujourd'hui Jacqueline et Vincent qui nous ont laissé des petits mots. Merci Pauline. Celui-là, regarde, on va le mettre là. Hello, nous le mettra en place. Voilà. Il est ici, regarde, voilà, il va faire une émission ici. Merci beaucoup, ma Pauline. Vincent, une recette Oui, d'exception parce que aujourd'hui. lorsque tu te balades dans les marais salants, tu trouves un marran salé. Et c'est Oh. James qui est avec nous qu'on applaudit. Alors James, certains se disent, j'ai déjà vu ce visage quelque part. Oui, il a été lauréat d'un dîner presque parfait chez nos amis de M6 en 2009. Alors on peut l'applaudir à nouveau. Mettez-y du cœur. Bravo. Arrêtez, que vous êtes. Alors James, tu es saunier, donc Voilà. tu travailles dans le sel, donc c'est une recette au sel et au petit Exactement. poil aussi. Qu'est-ce que c'est? Donc des maigres, Alors des maigres, alors c'est de petits maigres, petits des maigres petits portions, maigrelets, des des maigres portions, des voilà, maigres portions. que je vais préparer en croûte de sel. Ah génial, c'est ton Aromat- sel qui est là. Voilà, mon gros sel de ma production. Voilà, Voilà, gros de mon sel à marais production, salin. puis Voilà. quelques épices, quelques Voilà. aromates. Donc on va mélanger ce gros sel aux agrumes, à la nuit étoilée et au thym frais et au thym et au laurier. Et le fenouil, il Le sert à fenouil, quoi? on va le confire dans un petit jus d'orange. Oh génial, j'adore Voilà. ça. Ouh là 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 J'adore ça, le fenouil La- au jus d'orange. Eh, la recette, là, en moins de 50 minutes, on l'a fait à la maison. Ah Voilà, oui, c'est moins la de bonne 50 nouvelle. minutes, oui. Eh Je ben, pense écoute, que tu seras le lauréat de ce jour à Midi en France eh également. oui. Ça y est, c'est fait. C'est le nouvel ami James. Regardez bien, on vous en a parlé tout à l'heure, vous l'avez vu dans le sommaire. Le phare des baleines. Qu'est-ce donc que ce phare des baleines? Eh bien, c'est mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange qui va nous y mener. Je sais pas si tu as pris Eh oui, Laurent. l'escalier hélicoïdal pour aller jusqu'en haut, mais en tous les cas, ça fait de la hauteur, hein, mon Seb. Exactement, on va aller tout au bout de l'île que vous voyez là-bas derrière moi. C'est Saint-Clément-des-Baleines. Le petit point blanc, c'est le phare des baleines, justement. 57 mètres de haut, c'est pour ça qu'à un peu plus de 10 km de distance à vol d'oiseau, on le voit. 257 marches pour arriver à son sommet. Et tu l'as dit, Laurent, une portée de 50 km pour guider les bateaux. Quand on est en haut, c'est un point de vue incroyable sur l'océan et sur la côte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On monte et on regarde. Au cœur de la nuit noire, ces éclats de lumière sont une présence rassurante pour les marins et les hommes restés à terre. À 50 km à la ronde, la lanterne va continuer de briller jusqu'au petit matin. Et c'est ainsi depuis 160 ans. Quelques heures plus tard, à la lumière du jour, c'est un colosse de pierre qui se dévoile à l'extrémité de l'île de Ré. Mélange de granit et de pierre calcaire, le phare des baleines guide les bateaux autant qu'il attire les hommes. Marc Reynaud fait partie de ceux qui ont succombé. Durant 19 ans, lui a été le gardien du phare. Un travail d'entretien et de surveillance qui commençait chaque jour par l'escalade des 257 marches de l'escalier, vertigineux. Mais non, c'est pas un métier fatigant. C'est un métier qu'on aime. C'est pas les 257 marches qui vous fatiguent. Puis il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé. Ça fait faire du sport en fin de compte. Ça permet d'avoir un peu la ligne. Si Marc garde le sourire, c'est que lui connaît bien la récompense qui s'offre aux yeux des plus courageux après ces quelques minutes d'ascension. À 57 mètres au-dessus du sol, Marc est aujourd'hui un des rares privilégiés à pouvoir accéder à la lanterne. Avec le vent, comme seul compagnon de ses journées de travail durant toute sa carrière, l'ancien gardien y a trouvé des moments de solitude, de contemplation, à presque toucher le ciel, et aussi d'autres avantages plus insoupçonnés. À chaque fois qu'il y avait des feux d'artifice, par exemple, au 14 juillet, il suffisait de monter en haut du phare et on voyait tous les feux d'artifice de la côte. Tout le monde n'a pas ça.
Avec le temps, l'encombrant mécanisme de rotation des lentilles a laissé place à un moteur électrique plus moderne. Reste tout de même un panorama immuable sur toute l'île de Ré. Le grand large, au pied du phare. Là, c'est la courbe de la plage de la Conche. Et plus loin, on distingue l'île d'Oléron et l'océan Atlantique à perte de vue. Je suis jamais lassé. C'est féerique, regardez. Le problème, c'est que ça va faire 13 ans que je suis parti à la retraite. Et ça fait 13 ans que la nuit, je rêve encore que je suis dans le phare. Et ça, c'est le plus dur. Parce que le matin, quand je me réveille, je suis fatigué d'être monté, alors que je n'ai pas bougé de mon lit. Mais bon. Difficile de quitter un bâtiment comme celui-là sans un pincement au cœur. Aujourd'hui, la profession de gardien de phare s'est éteinte. Restent les souvenirs pour parler d'un métier pas comme les autres. Pour trouver encore de l'activité autour du phare, il faut redescendre au niveau du sol. Il est midi et au café du site, Didier commence toujours son service avec le même geste. Je réactualise tout le temps les sauces, les légumes, les poissons, selon les arrivages. Donc ça peut changer tous les jours, tous les 2 jours. Idéalement placé au pied du phare, le café a vu le jour dans les années 60 avec l'arrivée des premiers touristes sur l'île de Ré. Didier a repris l'activité il y a 25 ans et chaque jour, il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil vers son imposant voisin. Moi, ça fait tellement partie de ma vie. Je suis né sur l'île de Ré et puis tout petit, je venais souvent faire des balades, me balader. Et de pouvoir travailler là, c'est quand même magnifique. Hein. Il est joli ce phare. Et puis tous les matins, là, c'est tranquille. Après, tu as les clients qui viennent manger, boire un verre. Mais moi, je suis très heureux de travailler ici et d'habiter sur l'île de Ré. En haute saison, son restaurant sert près de 300 couverts par jour pour des touristes toujours plus nombreux. Chaque année, ils sont environ 150 000 à découvrir ce phare dit d'atterrissage qui permettait aux navires en provenance du Grand Large de confirmer leur position à l'approche de la Terre. Et pour que ce lieu reste le plus visité de l'île, l'État a confié à une société privée la restauration et la gérance de ce patrimoine de l'île de Ré. Il faut savoir comment arriver à garder ce patrimoine et surtout de quelle manière il peut être mis en valeur et exploité pour assurer cette double fonction qui est surtout d'abord d'éclairer les côtes et d'être la sécurité en mer, mais de préserver ces phares et d'éviter qu'ils s'écroulent. Sur ce site prestigieux, ce n'est pas un, mais en fait 3 phares qui cohabitent. Il y a tout d'abord le phare des Baleineaux, construit en pleine mer dans des conditions périlleuses. À quelques mètres à peine des flots, c'est la vieille tour construite par Vauban en 1682, 29 mètres de haut et une particularité, c'est le 2e plus vieux phare de France. Malgré l'épreuve du temps et du climat, l'ensemble est resté debout et a réussi à conserver son lustre d'antan. Pour Alexandre Pichon, le phare des Baleines est en quelque sorte son bureau, 365 jours par an. L'hiver, c'est même un des rares lieux restant ouverts sur l'île. C'est très sauvage, en fin de compte. On n'a pas l'impression, parce que pendant 9 mois de l'année, c'est quand même un site qui est très fréquenté. Et puis on a encore cet espace-là des 3 mois d'hiver où d'un seul coup, on a l'impression de se retrouver seul au monde face à la nature. On regarde à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'océan à perte de vue et puis voilà, ce côté nature, c'est vraiment des bonnes sensations. Et à l'heure du GPS, dépossédés peu à peu de leur fonction de guide maritime, les phares regardent avec sagesse l'avenir au loin. Pourtant, sur l'île de Ré, ces sentinelles postées le long du littoral se dressent encore fièrement, comme pour porter haut la mémoire des lieux et la mémoire des hommes. On est là-bas, au bout du monde, au bout de l'Europe, et la terre, la mer nous attend, enfin la mer nous attend au pied et la terre nous attend de l'autre côté, du côté de l'Amérique. C'est absolument magnifique, ce phare des Baleines, cette trilogie de phares avec le phare des Baleineaux et puis cette tour des Baleines qui a été édifiée sur l'ordre de Colbert en 1682, 2e plus vieux phare de France, je le disais, après celui de Cordouan, qui est le Versailles des mers, Cordouan qui est absolument magnifique. Et puis il y a
au pied, la fameuse plage de la Conche, qui est la plus belle plage de toute l'île de Ré, qui est absolument gigantesque, qui fait près de 6 km de long et qui s'étend jusqu'aux portes en Ré, la plage de la Conche. Et alors, je vais faire le lien avec Sainte-Mère-Église où nous étions il y a 2 semaines, parce que la plage de la Conche, eh bien, on la voit dans un film mythique qui s'appelle Le jour le plus long, parce que Daryl Zanuck est venu ici, sur l'île de Ré, tourner des scènes du débarquement en Normandie. Pourquoi ? Parce que ici, il était plus sûr de la météo qu'en Normandie. Et puis surtout, il pouvait utiliser directement les blocos qu'il y avait sur la plage de la Conche, alors que ceux de Normandie étaient déjà classés et inscrits au monument historique. Eh ben écoute, bravo, que de précision, bravo mon Seb, était magnifique là. Je ne me lasse pas d'être à l'intérieur du système Vauban. Mais je te comprends mon beau, je te comprends. Merci de ces précisions mon ami Jean-Sébastien, bravo. Alors, monsieur Vincent Lemaigre aujourd'hui se prépare devant nous en 50 minutes. On a le spécialiste puisqu'on a un saunier, c'est un homme qui travaille dans le sel. Et ici, ça veut dire quelque chose. Alors, James, il faut faire cette croûte de sel. Voilà. Donc on se munit d'un mixeur, d'un blender. Un blender, un mixeur. Vas-y, commence. Et de là, on va passer donc du thym frais. Du thym, tu mets toute la branche, le petit rameau. Voilà. Hein. Des zestes d'orange. Zestes d'orange frais aussi. Frais aussi, non traités, tant qu'à faire. Ah bah, tant qu'à Citron, pareil, non traité. Attends, je vais les traiter moi. Voilà. Bande de zestes. Un peu d'anis étoilé, alors on peut déjà drôle, l'écraser comme ça. Ah, c'est drôle ça. Tout ça va parfumer en fin de compte la croûte de sel. Et je oui, parce que un petit peu de thym. Ça va se communiquer au Alors, dis poisson. donc, tu sais quoi? Moi, la croûte de sel, t'imagines bien que chez moi, un peu plus au nord, là, on en fait à Noirmoutier, mais c'est étonnant parce que jamais j'ai vu de la croûte de sel avec autant de parfums, d'éléments aromatiques. Voilà. Mais oui. Il y a une raison, c'est que ça va imprégner le Ça va maigre. parfumer soit le poisson ou la viande, ce que l'on va faire en croûte de sel, quoi. C'est comme ça donne un parfum. Enfin, eh ben écoute, merci. Oui, par ça, c'est un vrai truc. Par contact. Et je rajoute en même temps. Attends. Je recommence. Oui, parce que vas-y. On nous appelle. Donc c'est le jus d'une orange pressée et du citron pressé que je rajoute. D'accord. En même temps, voilà. Et qui vont apporter aussi leur parfum et un peu d'acidité, de liant également. Voilà, et tout ça. Attention, faut pas trop humidifier, hein, sinon le sel fond et ça fait plus une croûte, ça fait une bouillie de sel. Voilà, faut pas trop l'humidifier non plus. D'accord. Ensuite, je vous laisse œuvrer. Oui, alors. Voilà, ça c'est son truc. Voilà. Vas-y, le blender. Ah oui, j'adore le blender, moi. Voilà, attention. On va remettre le Ce qui couvercle. est bien, c'est que ça va pas faire de bruit. Voilà. J'ai l'impression que je suis au flipper, regarde. Vas-y, remets une pièce. Same player, shoot again. Encore, faut le mettre sur 2. C'est magnifique dans l'effort. Ah, il est en harmonie avec sa machine, regarde. On dirait un peu un psychopathe. On peut encore. Bon, on va vous retrouver tout à l'heure. Et hop, ça c'est fait. Quoi? Allez, on se revoit tout à l'heure. Dis donc, il est bien ton blender. T'as allumé ton scotter avec ton blender? Ça va bien. Vous partirez au set de plage. Regardez, on va vous l'offrir tout de suite. Pour les vacances, c'est ce qu'il vous faut. Un magnifique set de plage, siglé aux couleurs de midi en France. Le voici, ce set de plage. Avec une question pour partir équipé de la sorte. Quel est l'auteur des fortifications du XVIIe siècle de l'île de Ré? 1. Sébastien le Prestre de Vauban ou 2. Gustave Eiffel? C'est à vous de faire. 1 ou 2 au 7 21 21 par SMS ou 36 32 évidemment par téléphone. Vous avez 5 minutes pour gagner le set de plage que nous vous offrons en vue des vacances. En vue d'ici, je vois Loire, village slow food, j'ai envie de dire. C'est bien ça, Patricia? Village Città-Slow. Città de ville, de cité en italien, et slow, évidemment, lent en anglais. Tout le monde l'aura compris. Donc, Loire, on y est allé lundi. Déjà, c'est le pays du sel et des salants, voilà. Eh bien là, on y retourne parce que cette commune, on le voit, qui est située au milieu de l'île, a décidé de cultiver un petit peu son indépendance et son caractère. Elle souhaite se démarquer du côté parfois un peu chic, un peu précieux, qui colle à la peau de l'île de Ré. Et donc, elle a demandé ce label, Città-Slow, donc village, ville où il fait bon vivre, et elle vient de l'obtenir. Alors vous allez voir, ça donne parfois des célébrations un petit peu surprenantes. C'était il y a quelques jours. D'étranges escargots sont apparus ces dernières semaines dans les rues de Loire.
Des escargots devenus soudain l'emblème du village. Les enfants allant même parfois jusqu'à en faire des animaux domestiques. Vous leur avez mis quoi? Des œufs, du pain, des feuilles. L'escargot, cet animal lent et visqueux, serait soudain devenu attirant et sympathique. Les gens, ils voient l'escargot, ils se disent c'est quoi? Enfin, en fait, le logo de Cheetah-Slow, c'est effectivement l'escargot. Donc ça, les gens, ils se demandent ce que c'est. On arrive à discuter du coup, on rentre en contact avec les personnes, on leur explique. Et comme un clin d'œil et pour fêter l'obtention du label, la ville organise ce jour-là une course d'escargots. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains ont pris les choses très au sérieux. Le préparateur physique est juste là. Tu y es passé combien de temps là? On y a passé une après-midi. Je peux en prendre 2, tu choisis. Beaucoup moins anecdotique, le label Cheetah-Slow, ville où il fait bon vivre, est en fait très exigeant. Il rassemble 70 critères, de la gestion des énergies jusqu'au respect de l'environnement, une philosophie de vie dont le troc est une parfaite illustration. Le système de troc existait sur l'île de Ré autrefois, quand effectivement les rétés qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens pêchaient du poisson dans leur écluse à poisson, et ensuite ils allaient troquer le poisson contre du lait ou des œufs. Voilà. Donc ici on retrouve ce principe de troc et ça crée toujours vraiment cette ambiance, cet esprit de village qui est typique en fait pour Loie. Loie, un village décalé par rapport à l'ambiance sur le reste de l'île de Ré. Vous gardez l'escargot sur la ligne de départ. Il n'avance pas, cet escargot. Ici, c'est monsieur le maire qui anime la course d'escargots. Attention pour le départ. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui font visiter la commune pour plus de convivialité. Alors, rue du Couvent, c'est très intéressant parce que, évidemment, il y avait un couvent. Je crois qu'il reste encore là noté que c'était les filles de la sagesse. Pont du Fenot, d'après ce que j'ai lu, il était souvent impraticable l'hiver parce qu'il y avait de la boue. Je voudrais que cette image, qu'on passe d'une image superficielle d'un village à une image un petit peu plus réelle. Loie, village authentique et atypique, qui réussit à rassembler l'ensemble de sa population autour d'un escargot. Loie, 9e commune en France, a affiché fièrement le label Cheetah-Slow. Voilà, c'est un label qui est assez méconnu en France, on l'a dit, il n'y a que 9 communes, il y en a une autre dans la région à Segonzac en Charente, mais c'est quelque chose qui déjà a pris son essor dans les pays nordiques ou même dans le sud, en Italie, il y a pas mal de villes avec ce label Cheetah-Slow. Donc vous l'avez vu, ça fait plaisir aux touristes, ça fait une animation, mais c'est davantage pour les locaux et c'est symbole d'un vrai style de vie. C'est une vraie tendance, hein, la slow attitude, on en a déjà parlé dans Mignon. Ouais, slow food, slow attitude, c'est surprenant. Prendre le temps, quoi. Ouais, c'est en opposition avec ce monde qui va de plus en plus vite. On est lent, mais on n'est pas mou. C'était un peu la devise. Ouais, c'est ça. Enfin, quoi que le mollusque, l'escargot, c'est un petit il est peu long. le propre de la culture africaine, c'est de prendre le temps de vivre. Oui, comme on dit d'ailleurs en Afrique, vous avez l'heure, nous on a le temps. Voilà, exactement. C'est un proverbe sénégalais. Non, voilà, et je trouve ça très joli. Évidemment, ça va bien avec le Cheetah-Slow. Pom 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 pom. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le jour des adoptions et surprenamment, écoutez, notre camarade vétérinaire va nous parler musique avec Beethoven. Oui, c'est bien ça? C'est comme ça qu'il s'appelle mon petit chouchou aujourd'hui. Regardez, c'est Beethoven. C'est un mâle labrador, comme vous pouvez le voir. Alors moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai eu un labrador aussi quand j'étais plus jeune. Il s'appelait Quartz. Il ressemblait, voilà, quasiment c'était l'identique de Beethoven. Donc forcément, ça me fait plaisir de vous proposer aujourd'hui un labrador comme celui-ci à l'adoption. Alors Beethoven, il a 8 ans. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est au refuge des murmures. Assis, Beethoven. Assis. Ça va recommencer. Assis. Ça y est, on y est. Et elle va nous dire, mais il est tranquille, il est calme. Tu vois, regarde comme il obéit. C'est bien, mon grand, c'est très bien. Il est au refuge des murmures et c'est un chien très gentil. Hein. Vous voyez, il est plutôt calme, mais il aime jouer quand même. Il aime l'eau aussi. Alors, si vous pouvez lui offrir des belles balades dans la nature avec des points d'eau, il sera heureux comme tout. Il aime bien les femelles, les chiennes, mais en revanche, les mâles, il est un petit peu dominant, donc il préférait ne pas être le seul mâle de la famille. Il s'entend aussi
aussi très très bien avec les enfants. Voilà, c'est un super pépère. Et j'aimerais beaucoup que pour notre dernière émission, dernière semaine de Midi en France de la saison, eh bien, j'aimerais beaucoup que Beethoven puisse passer des vacances dans sa nouvelle famille, car vous savez, hein, c'est les vacances, il y a toujours beaucoup d'abandon à cette époque-là. Alors, si déjà on avait un chien en moins dans les refuges, ça serait pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Ouais, bah ça, c'est la bonne idée pour Beethoven. Dis-moi des Est-ce que nouvelles Beethoven d'avance. est sourd? Non, oui, Non, Beethoven n'est pas sourd. Tu as bien Bravo. vu, Vincent, tu as bien Perriot, vu. humoriste. J'ai demandé assis à Beethoven et il s'est assis, donc il n'est Ouais. pas sourd, mon Vincent. Fais gaffe quand même qu'il parte pas. Hein. Toi, en revanche, t'es sourd, apparemment. Quoi? Des nouvelles d'avance, Hélène. Alors, des nouvelles de Vence, eh bien, pour l'instant, notre toutou que je vous avais présenté à Avance, Chamallow, n'a pas encore été adopté. C'était un super toutou, il avait 4 ans, un croisé Bassé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre un chien de chasse, hein, voilà. Un super... Et il vit à plusieurs dedans. Il y en avait plusieurs. C'était un chouette toutou aussi, donc pensez à lui, je vous dis, c'est tant de chiens qui seront en moins dans les refuges cet été. En parlant d'été... Oui. Quand il fait chaud, il faut faire attention à nos animaux à 4 pattes aussi. 4 pattes aussi. Surtout pour les chiens qui commencent à être un petit peu âgés, ou pour les chiens de race brachycéphale. Vous savez, ceux qui ont le museau aplati, hein, comme les bulldogs, qu'est-ce qu'on peut avoir? Carlin. Non, pas les York, les carlins. Voilà, je Carlin. cherchais le carlin. Alors pour ces chiens-là, déjà, on favorise l'ombre et pas le plein soleil. Jamais de chien dans une voiture, même si la fenêtre est à moitié ouverte. On les hydrate en permanence et on peut aussi utiliser un petit linge, hein, une petite serviette fraîche, bah, voilà, bien comme ça. humidifiée. On dirait moi que pendant l'on la met, sieste. que l'on met sur la tête de... que l'on met sur la tête de... Je dirais Marat, là, plutôt que Beethoven. Il est stoïque. Hein. Il ne bouge pas. Voilà, pour humidifier le chien. Et surtout, si jamais vous avez l'impression que votre chien souffre vraiment de la chaleur, il peut être à la limite du coup de chaleur. C'est un syndrome qui peut être mortel Au chez le congélateur. chien. Hop. Voilà. Donc, vous l'emmenez, bien entendu, chez le vétérinaire. Ce sont des soins d'urgence qu'il faut dans ces cas-là lui prodiguer. Je compte Merci, sur vous, Hélène. les amis, pour prendre bien soin de vos chiens cet été. Et puis, pensez à Merci. Beethoven. Coriolan de Beethoven. Regardez s'il est beau ce Beethoven. C'est beau ces chiens, j'adore ça, elle a raison. Le Labrador, c'est génial. Voilà, moi je pense à ma Ebony, j'ai une chienne comme ça, 17 ans quand même, un Labrador. Une Ouais. Labrador. Et elle m'a fait 18 petits, dis donc. Moi, je Ah vous bah, raconte dis donc. ma vie, là, on est là pour autre chose. quoi. C'est le gars qui part, voilà, qui En même pense temps à sa chienne. Tu Voilà, peux, bon. tu peux écrire un livre aussi. Et certes, avec mes pattes, comme les chiens. Tiens, dis donc, avec ses pattes, par contre, il est très agile, James. Notamment pour Avec ses préparer. papates, regarde ce qu'il a fait. Pour préparer la croûte Petit papate, Bruxelles. montre tes papates. Oh, mais des- elles sont c'est des magnifiques, ces papates de papates. saunier. Alors, Et elles ont... effectivement, c'est des mains rudes, Ah bah, fortes. conservé dans le sel en costaud. plus, hein. Ça Voilà. dessèche. Regardez, on a coupé le fenouil. Tu le mets tout de suite à Allez, cuire. on envoie. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper, pendant que ça, on va dire que ça fond, que ça tombe gentiment, que ça On se va les confie. glacer, on va les Ouais, on va glacer les tranquille. confire Voilà. avec ce jus d'orange. On commence par les Un filet d'huile d'olive. un filet d'huile d'olive à la poêle, pas Voilà. trop chaude. Non. Faut pas que ça colore, j'imagine. Si, il faut que ça colore justement petit- des bon. deux côtés. Des deux côtés. D'accord, faut que ce soit un petit Voilà. peu doré. Voilà. Et ensuite, on mettra le jus d'orange pour déglacer. Voilà. Alors pendant Donc, ce on temps-là, laisse James tranquille. va nous faire la croûte. Alors voilà, regardez. Vous vous j'ai souvenez mon qu'on a gros sel. mixé des... Où est-ce qu'il est mon mixeur blender? Tu l'as mis derrière? Bah écoute, Nathalie, c'est sympa, merci, Allez, tu je prends vais de l'initiative. Pardon. Et parce que on a C'est mixé. ta meilleure amie, dis donc. Bah, Lundi, dis elle t'avait donc. massacré, et là. Bah dis donc, chacun Elle se son tour. rattrape. hein. Ça avait l'air bon, Alors, je voulais le garder. Donc là, on a notre mélange broyé. Donc, en fin de compte, les rappelle-nous zestes, ce qu'il y a dedans. zeste d'orange, zeste de citron, jus d'orange et jus de citron, Voilà, génial. thym, laurier. Voilà. Voilà. Donc, Regardez, tout ceci, ça voilà, va on va venir parfumer. parfumer la croûte de sel. Voilà. Et Laurent nous Bon. disait tout à l'heure que c'est la première fois qu'il Ah voit oui. une croûte de sel parfumée. Voilà. C'est vrai extrêmement que- surprenant. Généralement, on s'en sert simplement comme contenant de cuisson. Bah, voilà. Mais mélanger. c'est une très bonne idée. Ça m'étonne pas que tu aies gagné dans ce grand concours de dîner à la maison, parce que au fond, ça va se communiquer au poisson Voilà. à travers la vapeur qui va C'est s'échapper. malin, hein. ça va transmettre aux chairs. C'est très Absolument, malin, voilà. non, je t'assure. Il y a Absolument. tout le littoral, on fait des poissons en croûte de sel. Jamais j'avais vu ça. Bravo pour ce truc et astuce. Alors, je vais te James. montrer un autre truc et astuce une autre astuce de James. C'est la façon dont étaient vidés les maigres. Voilà. Parlement. Alors, Montre-nous le ventre de ce maigre. C'est-à-dire qu'on a juste fait Regardez, on l'a pas une ouvert. petite incision, simplement. Ensuite, on ouvre par les ouïes. On vide les ouïes et on tire les intestins, enfin, Oui, du tout, on poisson. vide le poisson vide par le les poisson ouïes. par les ouïes. Mais alors, de façon, pourquoi est-ce à qu'on ce le- que celui-ci soit toujours Fermé de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec le sel Ah, en direct. ça c'est malin Voilà. aussi. Et l'avantage aussi, c'est qu'il faut garder les écailles.
De Eh oui, pour protéger. Pour protéger. Là aussi, pour que le sel ne pénètre pas. Mais le fumet de la croûte de sel et ces agrumes vont pénétrer quand même la chair. Alors j'ai une histoire célèbre dans la famille. Mon frère Christophe, que j'embrasse, m'a fait une fois, parce qu'il cuisine... T'es comme moi, tu racontes ta vie aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on a, c'est mercredi, on est parti. Celle-là l'illustre, c'est la fois où il m'a fait un filet de saumon entièrement pelé, c'est-à-dire juste la chair du saumon en croûte de sel. Là, si tu veux, on a mangé, comment dire, une sorte de bloc de sel, ça nous fait encore rire des années après. Donc, on comprend bien pourquoi il faut garder et la peau et les écailles pour que le sel ne se communique pas, ne soit pas absorbé par la chair du poisson. Sinon, merci beaucoup, Vincent. On va vous retrouver dans un petit instant, les amis. Tout à l'heure, Alicia, tu me disais, il serait bon que tu écrives un bouquin à propos de cette chaîne. Justement, tu vas nous parler de livres, pas n'importe lesquels, les livres anciens. Un magnifique sujet sur l'artisanat et l'excellence à la française. Restaurer des incunables, c'est-à-dire des livres d'exception qui datent. C'est ça. Qui date parfois du 9e siècle. C'est pour ça que si tu écris un jour ton livre, 100 ans, 150 ans plus tard, on pourra encore en profiter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un atelier qui restaure les livres. Ça se passe à Loire. Et ces gens restaurent environ 3 à 4 000 livres par an. Je vous propose donc tout naturellement d'aller faire un petit tour dans l'atelier de ceux qui redonnent vie à ces livres qui nous parlent de la littérature française. À une dizaine de kilomètres de Saint-Martin-de-Ré, les marais salants dominent les paysages de l'île. Nous sommes sur la commune de Loie, dont le village s'anime autour de sa charmante église Sainte-Catherine. En retrait du bourg vit tranquillement un atelier de conservation et de restauration de documents. Ici, on redonne vie à des ouvrages qui viennent de la Bibliothèque nationale de France, d'archives départementales, de musées ou bien de particuliers. Il y a une vingtaine d'années, Lionel crée cet atelier. Depuis l'âge de 15 ans, sa passion pour les livres et les affiches anciennes ne le quitte pas. Ce qui m'a fait démarrer, c'est le côté unique, le côté rare du document, mais ensuite le côté conservation. C'est-à-dire quand on a un document qui a 5 ou 6 siècles dans les mains et qu'on a la responsabilité de pouvoir le conserver, là on se dit, c'est comme toujours, il y a une valorisation bien entendu, on a son rôle à jouer. À la manière d'une clinique spécialisée, tous les corps de métier liés à la conservation et à la restauration de documents sont réunis ici. Et c'est dans cette pièce que sont entreposés et diagnostiqués les futurs patients. C'est des documents qui ne présentent pas d'encre instable. Les ouvrages sont ensuite envoyés chez Didier, restaurateur. Après analyse des encres et du type de papier de cet ouvrage du 19e siècle, il numérote chaque page car il sera par la suite décousu. Vient ensuite le dépoussiérage et il y a de quoi faire. C'est un document qui a dû prendre l'humidité par rapport à l'aspect. On voit les traces de champignons. Bon, bien sûr, il a été traité. Les champignons ont été traités, donc on peut travailler, on peut dire, en toute sécurité maintenant. Didier est l'un des plus anciens restaurateurs de l'atelier. Il a travaillé sur des milliers d'ouvrages, du simple registre d'état civil au parchemin du Xe siècle. C'est un peu comme la rencontre avec des personnes. Je crois que chaque livre est particulier. Chaque livre a son âme, quelque part, son caractère. C'est ce qui en fait aussi le charme du métier, quoi. Il y a des livres, on a une certaine affinité avec certains livres. Bon, des ouvrages, moi, c'est exactement c'est relationnel, on peut dire. Une fois les documents nettoyés, ils passent entre les mains de ces restauratrices qui s'occupent du corps d'ouvrage, c'est-à-dire toutes les pages du document. Et en fonction de la restauration demandée, on peut recréer les pièces manquantes d'une page, puis on décolle les adhésifs avec un scalpel. C'est là le travail de Marilyn aujourd'hui. Quand vous avez des adhésifs, on ne peut pas spécialement restaurer dessus, c'est quand même bien moins beau. Et les adhésifs, ça altère le papier dans le temps. Donc on est tenu généralement de les enlever dans la mesure du possible. Donc bien sûr en faisant attention aux encres. Il ne faut pas altérer le papier, il ne faut pas altérer les écritures. Donc c'est quelque chose qui est assez minutieux et il faut vraiment faire attention à ce qu'on a sous les yeux. Pour conserver et rigidifier le document, on colle directement dessus un papier très fin appelé papier japon. C'est le doublage. Voilà. Alors, tu humidifies un peu tes documents ? Sophia, récemment arrivée dans l'entreprise, est épaulée par Marilyn. Allez, on applique la colle. Tu vas jusqu'au bout de tes gestes. Après une quinzaine d'années d'expérience ici, Marilyn forme les jeunes restaurateurs de l'atelier, car il n'existe pas de formation pour ce métier.
C'est toujours sympa que de faire apprendre quelque chose qu'on aime déjà, parce que j'aime ce que je fais déjà. Donc je trouve ça très sympa de transmettre un petit peu ces connaissances. C'est bien que ça se perde pas, que toutes ces techniques, même anciennes ou même nouvelles, se regroupent et arrivent à faire tenir tous ces documents dans le temps, quoi. Une fois restaurés, les feuillets passent dans les mains de Bélène pour la couture. À l'aide de ce cousoir en bois, elle passe délicatement son fil dans les trous d'origine. Avec une aiguille normale et un fil de lin, je couds cahier pour cahier. Et je couds un tour de ruban. Quand la couture des cahiers est terminée, l'ouvrage arrive chez les relieurs. Une multitude d'étapes minutieuses sont nécessaires afin de préparer le livre à recevoir sa couverture. Elle pourra être de matières différentes comme le cuir ou la toile. C'est une toile qui est enduite, qui ressemble un peu à de la toile cirée. Elle a pour avantage en fait d'être assez pratique pour la conservation parce que du coup on ne peut pas faire de taches dessus, elle se nettoie très facilement. Et elle est assez facile à poser, elle est assez souple, donc c'est assez apprécié en général dans les archives. Élodie travaille ici depuis 2 ans. Relieur est un métier qui la passionne. C'est assez plaisant de travailler avec des livres et surtout pour le côté manuel, artisanal. Chaque livre est différent, chaque papier est différent, donc il y a des manipulations spéciales. Une fois la reliure terminée, le livre arrive chez le doreur pour la touche finale. C'est le moment où le document retrouve son nom. À l'aide d'un composteur, cet outil chauffé à 100 degrés, Bruno va dorer ce registre avec du film noir. Je vais appliquer là où je veux que le film prenne. Donc j'ai fait des marques pour les emplacements et après j'exerce une pression pour que ça chauffe. Et là où ça a chauffé, le film va rester. Ça fait des années que c'est comme ça, des siècles. Ça n'a pas évolué. Pour cette ultime étape, Bruno doit être parfaitement concentré car il n'a bien sûr pas le droit à l'erreur. Si je rate ma dorure, le livre est à reprendre entièrement. Donc tout le travail fait auparavant est détruit et voilà, c'est perte de temps et pas du tout agréable. Ces registres fraîchement restaurés et dorés rejoindront bientôt la ville de Lyon. D'autres ouvrages, comme ces grandes affiches, attendent patiemment de retrouver leur éclat grâce à ces chirurgiens du papier. C'est exceptionnel. Non, le travail qu'on vient de voir là dans ce document, c'est un travail de méticuleux, d'excellence, vraiment d'un artisanat. Beaucoup de patience. Sublimé. Et les contraintes sont extrêmement lourdes, on peut le voir dans le reportage, certains documents sont irremplaçables, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc cet atelier date de 1993 et c'est 21 restaurateurs qui sont répartis en petites équipes spécialisées à travers l'atelier. Donc on a dans un premier temps le corps d'ouvrage, on va voir la reliure et la restauration de reliure ainsi que la dorure. Ensuite la restauration de documents et les travaux spécifiques. Donc je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, mais c'est vraiment un travail de patience, de passion, de minutie, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'apprécier la littérature française et toujours ce plaisir de tourner les pages, ces vieilles pages, c'est toujours un plaisir. Il y a des gens maintenant, on peut lire beaucoup de livres maintenant avec les appareils électroniques, les iPads, etc. Voilà, les tablettes. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important d'avoir ce travail de restaurateur, ce qui permet à la nouvelle génération de profiter de ces ouvrages. Oui, des incunables notamment qui sont retravaillés dans ces ateliers qu'on peut retrouver après dans les bibliothèques nationales. Oui. Oui, non, je voulais juste préciser qu'à Loie, donc là où se tient cet atelier, ils ont aussi mis en place tout un village artisanal qui se visite. Pareil, l'intérieur, il y a une savonnerie, il y a une miellerie, tout est rassemblé et ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment un endroit très, très sympa. Oui, c'est un artisanat local traditionnel, voilà. Un patrimoine qui revit. Il y a également des restaurateurs comme ça d'ouvrages anciens. Ouais, non, c'est vraiment exceptionnel. Bravo, merci beaucoup Alicia. Et coup de chapeau une fois de plus à cet artisanat français que vous venez de découvrir. Voilà, cette excellence telle qu'il est fait ici. Vous partirez cet été sur l'île de Ré, à Saint-Martin-de-Ré, avec votre set de plage. Et oui, avec
avec votre magnifique serviette de plage que voici, le sac, le tout siglé aux couleurs de Midi en France. La question du jour, quel est l'auteur des fortifications du XVIIe siècle de l'île de Ré? Jean-Sébastien vous en a parlé, nous sommes en adoration devant ce personnage. Est-ce Sébastien le Prestre de Vauban en 1 ou 2? Gustave Eiffel, vous faites 1 ou 2 par SMS au 7 21. On aime bien l'autre aussi. Hein. On aime bien l'autre aussi, ouais. Ou le 36-32 par téléphone. L'ami James, tu parlais de restauration, Alicia. Voici un garçon qui va vous restaurer, mais cette fois-ci du maigre en croûte de sel. Mieux que votre recette de plage, votre recette de plage. Ah oui, oui. Oh, c'est bientôt l'été en France, tu le sais. Dès début juillet, nous allons faire... je fourbis mes armes. Oui, la cuisine. On est déjà épuisé. Absolument. Alors pendant que nos fenouilles sont en train de dorer... Eh bien écoutez, je vais les déglacer au jus d'orange. Vas-y, déglace donc, James, déglace donc. Voilà. Alors effectivement, on les a colorés dans un peu d'huile d'olive. Et regardez, ça bouillote gentiment. Ils vont confire dans le jus d'orange. Ils vont le boire en fait. Ça va réduire. Ça va, car le fenouil boit du jus d'orange. Voilà. Si on lui laisse le temps. Voilà. Si on l'a pas bu à sa place. C'est tout lui. Alors, ça. On a nos maigres. Tu as rajouté quelque chose dans ton sel. Voilà, j'ai rajouté des blancs d'œufs. 3 blancs d'œufs, de façon à ce que ça lie bien la croûte de gros sel. Sinon, ça ferait pas une croûte, ça resterait peut le sablonneux. Faire, mais là, on est sûr du résultat. Voilà. D'accord. C'est pour être plus sûr, quoi. Alors, comment est-ce que tu tartinoches tes maigres? Tout simplement. Alors, les maigres, je leur ai préalablement mis un peu de thym à l'intérieur. D'accord. Un petit bouquet de thym pour parfumer. Est-ce que tu veux que je les retire de ta plaque là? Je vais les laisser directement dans ce plat. Dans ce plat, et on va mettre directement. Alors, par contre, non, vous avez raison. Par contre, non. Il faut que je mette quand même un petit lit de gros sel. Alors, oui, parce qu'il faut qu'il y en ait dessus-dessous, chacun le sien, bien rangé au fond du plat. Donc je mets une couche de gros sel au fond du plat. Voilà. On prévoit combien de gros sel à peu près quand on en achète pour 2 kg, 2,5 kg pour 2 poissons. Ouais, il faut une bonne couche pour toi notamment. Voilà. Comment je vais le prendre ça? Non, parce que quand il y a une bonne, parfois... Prends les téléspectateurs à témoin, t'es pas drôle du tout. Là, il y a des petits... Oui. Oh, tu peux y aller. Alors, on les met ventre contre ventre, comme ça, il n'y a pas de souci. Ah bon, c'est comme en yin et yang, en quelque sorte. Le yin et le yang. Alors, voilà. est-ce que... je rappelle que le gros sel... C'est un sel qui n'est pas très onéreux, c'est pas très cher. Sinon, on gâcherait pas tout ce sel à faire une croûte. Faut pas prendre de la fleur de sel, parce que j'ai vu parfois. Non, mais la fleur de sel. Est-ce qu'on peut en avoir une autre utilité une fois qu'on l'a utilisé pour non, absolument pas. Non, une fois cuit, c'est. C'est difficile, je sais pas. Parce qu'il va d'abord, il va s'être aggloméré. Il a aggloméré, il aura sur la route en hiver. En même temps, il aura pris le goût du poisson qui va rendre son jus un petit peu. Alors, on peut éventuellement, on peut s'en servir pour un courbouillon suivant. Voilà. Si on fait un courbouillon de poisson, exactement. Tu auras le sel, les épices, le goût du poisson précédent. Alors, d'accord. Dis donc, là, on va le former. Évidemment, on va rendre hermétique cette croûte de sel à la main. On va le placer au four. Qu'est-ce qui se passe après? Quelle température? 180 degrés. Pendant 20 minutes. 20 minutes. Maxi. 20 minutes seulement. Oui. 20 minutes seulement. Ce sont des poissons portions, donc c'est pas. Oui, c'est pas nécessaire d'être plus long, sinon ça va être trop cuit. Après, ça va sous se défaire. Voilà. Regardez, la croûte, elle est magnifique. Et voilà. Directement du saunier au consommateur. Voilà. Allez, c'est parti. On met ça au four, vous l'avez compris, 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Et ensuite, regardez le plat que vous voyez là. Eh bien, vous pourrez le déguster. On vous montre de quelle façon le préparer. On est installé ici sur l'île de Ré depuis le début de la semaine, de 10h50 à 11h45, avec toute l'équipe de Midi en France. Et vous voyez que effectivement ici, il y a ce port à Saint-Martin de Ré que nous vous conseillons de venir visiter. Cette mer qui est absolument sublime. C'est là donc, comme dirait mon camarade Jean-Sébastien Petit-Demange. Et puis, on vous le rappelle aussi, énormément de pistes cyclables sur l'île de Ré où vous pourrez vous promener, faire le tour de l'île et découvrir cette île ou en randonnée ou en piste cyclable, ce que nous vous invitons à faire. Île de Ré, une terre de passionnés. Thème de notre feuilleton cette semaine. Voici le 3e épisode. Nathalie, tu nous parles d'un personnage surprenant. Ah oui, très surprenant, parce que Stéphane Guillot, il est passionné de fleurs, d'horticulture, mais au départ, il est pâtissier de formation. D'ailleurs, il continue toujours à faire des gâteaux, il adore ça. Mais il a trouvé son mode d'expression à travers les fleurs, à travers le bio, particulièrement la rose trémière, qui est quand même l'emblème de l'île de Ré. Il s'épanouit finalement, cet homme, comme ses fleurs, sous ce climat bienfaisant de l'île de Ré. Portrait. Au beau milieu de cette végétation animée par le vent se cache un petit coin de paradis.
Ici, tout semble pousser. Les plantes s'épanouissent en toute quiétude. Nous sommes sur la commune du Bois-Plagenré, dans la pépinière de Stéphane. Une pépinière qui magnifie les plantes. Ici, pas de grand rayonnage de peau. Tous les végétaux sont en situation, dans une ambiance que Stéphane a voulu calme et sereine. Un showroom à ciel ouvert où l'on peut faire des rencontres inattendues. Amoureux des plantes et des animaux, ce Rétais depuis des générations a créé un lieu riche et vivant. Je me suis dit, ben voilà, je vais faire une pépinière, un endroit qui me ressemble, et c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Un endroit où je me sente bien, où je puisse travailler correctement, et puis en même temps faire aimer mon endroit aux clients, enfin faire passer un message par rapport à cet endroit. Ce message, c'est un hymne à la nature et aux possibilités incroyables qu'elle offre. Car ici, Stéphane fait tout pousser. Les plantes endémiques, bien sûr, et des variétés exotiques, comme ces papyrus. Ou des bambous. Une invitation au voyage. C'est voyager. Donc on voyage par rapport au bambou, par rapport aux palmiers et tout en restant sur l'île de Ré. Et l'île de Ré, c'est ça. L'île de Ré, c'est des gens qui arrivent de partout. Et même si on est îlien et on a envie de rester sur notre île, eh ben on aime bien voir des choses de l'extérieur ou que des gens arrivent de l'extérieur. Ça va te donner une forme d'exotisme, quelque chose d'assez sympa. Et ça va créer un paysage différent. Si ces plantes exotiques s'acclimatent ici, c'est parce que Stéphane a su leur créer un espace propice à leur développement grâce à ces grands arbres qui les protègent. Tous ces végétaux donc, vont filtrer le vent et vont casser le vent à l'intérieur de la pépinière. Là, ça va me permettre de planter des plantes plus fragiles et qui vont rester, qui vont pouvoir s'épanouir donc dans cet endroit, dans ce cocon. Ce cocon, Stéphane en prend grand soin, et ce, de manière naturelle, car il évite au maximum les engrais chimiques et les pesticides. Ne pas utiliser trop de produits. Les produits, c'est comme les antibiotiques. Hein. Si vous en mettez trop, ça ne sert plus à rien. Donc mes plantes, c'est ça. Les plantes, c'est pas trop de produits. C'est des fois moche, mais après c'est beau. Donc il faut juste faire confiance à la nature et puis attendre. Et voilà, il y a toujours des changements et toujours des surprises. Dans la famille de Stéphane, on était saunier ou agriculteur. Baigné dans cet amour de la nature, ce pâtissier de formation s'est tourné vers les plantes il y a une vingtaine d'années. De la cuisine aux fleurs, la créativité de Stéphane continue de s'exprimer avec ses clients. Donc c'est des roses de Chine, c'est des rosiers donc hyper florifères. Il aime les recevoir ici pour leur conseiller telle ou telle plante. Ah oui, donc après, toutes les boutures sont arrivées donc, grâce à ces rosiers. Et grâce à sa pépinière, elles sont magnifiquement mises en valeur. Le côté agréable, c'est ce côté un peu sauvage et un petit peu tout déstructuré. Et là, ça nous fait voir vraiment les plantes dans leur état et dans les tailles que l'on peut trouver. Ici, il y a une plante qui n'a pas encore tout à fait atteint sa taille finale. Ce sont ces roses trémières qui, adultes, atteignent jusqu'à 3 mètres de hauteur. C'est la fleur coup de cœur de Stéphane. Il nous emmène les découvrir là où elles poussent naturellement, dans les ruelles des villages de l'île de Ré. C'est une fleur que j'adore, parce que c'est vrai qu'elle est emblématique de l'île de Ré. C'est une plante qui est un peu comme les Iliens, on va dire robuste. Donc elle résiste au vent, malgré sa grandeur, et elle arrive à se développer un petit peu partout. Et comme les Iliens, elle peut pousser n'importe où, même si les terrains sont plutôt durs, elle arrive à bien se développer. Stéphane profite de cette sortie pour rendre visite à des clients chez qui il a réalisé le jardin. Car s'il fait pousser les plantes, il crée aussi des jardins de toutes pièces. Ici, chez Christian et Maryse, il y a encore quelques années, il n'y avait rien. Un travail de création que le pépiniériste paysagiste a mené avec ses clients. J'essaie déjà de bien les comprendre et qu'ils comprennent mon travail, mais ça ils l'ont compris quand ils viennent dans la pépinière, ils peuvent voir ce que je fais et comment les choses auxquelles je pense. Et puis après, c'est vrai que c'est une relation de confiance. Moi j'avais juste une exigence, c'était pouvoir passer la tondeuse rapidement, sans être gêné par la végétation et tout. Donc là, je crois que ce qu'il a fait, c'était parfait.
Il est très à l'écoute, puis c'est un garçon charmant. Donc, et puis qui adore son métier, qui fait partager toutes ses connaissances. Voilà. Partager ses connaissances, transmettre son amour des plantes en commençant par sa famille et ses amis. Bastien, son fils, et Hermance, sa nièce, viennent volontiers donner un coup de main à Stéphane. Ouais, tu vas aérer un peu les racines, ça lui fera du bien. Tu regardes avec les mains. Tiens, tu prends, tu démiotes, on va démioter un peu ça. Ça. Et ils semblent tous les deux avoir attrapé le virus. J'aime bien ce que tonton fait parce que il a un contact avec la terre et il peut faire pousser ce qu'il veut. On peut dire que c'est un magicien des plantes. Il crée des jardins avec beaucoup d'amour, de sensibilité, de bienveillance. C'est un amoureux de la nature, il aime ses animaux comme il aime ses plantes. Et les plantes, quand je dis il leur parle, c'est pas juste pour faire une phrase. Il leur parle vraiment, il les touche, il les accompagne dans leur croissance. Il les met aux endroits où il sent, lui, où il le sent vraiment intérieurement qu'elles seront bien et qu'elles s'épanouiront. Ressentir la terre, continuer de s'émerveiller de la nature, Stéphane n'a pas fini de planter ses graines. Qu'elles poussent dans la terre rétaise ou peut-être dans la tête des prochaines générations. C'est beau, ces histoires de passionnés. Stéphane, vraiment, votre travail est formidable. Votre pépinière, c'est un lieu, une invitation au voyage. On avait très envie de vous remettre ce talent Midi en France parce que vous le méritez. Et vous aimez les plantes, mais Stéphane, il aime aussi les livres, Laurent. Ah. Et il est à l'initiative de la 8e édition du Salon du Livre ici à l'île de Ré. Très fréquenté, très beau festival. C'est l'île aux livres. Il est avec Yoshi Guiton, un des initiateurs de ce salon, sous le parrainage de Patrick Poivre d'Arvor, et ça se passera en Bois-Plage, sur l'île de Ré évidemment. C'est au Bois-Plage, donc le 8 et 9 août. Et on vous attend tous nombreux. Vous verrez, c'est très convivial, très sympa. 120 auteurs, 12 000 visiteurs l'année dernière. Enfin, on verra tout quand on viendra. Voilà. C'est formidable. Vrai. Passionné des plantes, passionné des livres, et vous méritez vraiment votre talent. Merci Stéphane. Merci à vous. Voilà, endroit où on retrouve évidemment tous les auteurs qui sont sur cette île. Et entre autres, une fois de plus, Jean-Loup Dabadi, monsieur l'académicien, et Véron, madame, on vous salue, qui seront là évidemment pour ce festival, comme chaque année. Dis donc, c'est l'heure de... Casser la croûte. Oui, tu parles. Allez, c'est l'heure de casser la croûte. Il est au boulot, là dis donc, James, il faut casser la croûte. Oui. La croûte. Regardez la croûte, la tête que ça a pris. Et ça sent bon quand ça sort du four. Évidemment, il y a tous ces zestes d'orange, tous ces arômes d'agrumes qui ont... Alors, est-ce que c'est très dur? Ah, ça moyennement. Non, ça vient quand même pas mal. Mais ça fait une croûte, hein, ouais, réellement. et puis il faut évidemment pas abîmer le poisson qui est dessous. Ça se défait tout seul, vous voyez. Regardez, oh là là. C'est vraiment la croûte de sel. Hein. Et alors, est-ce que les écailles restent dans le sel? Non, ils peuvent rester. De toute façon, on n'utilise pas la peau du poisson, on l'enlève. Bien sûr. Voilà. On va lever les filets sur l'arête. Voilà. Et c'est parfaitement cuit. Excusez-moi, je vais faire juste un truc. Ah ouais, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à lever, effectivement. Ça reste ferme, quoi. Et casser la croûte. Regardez la tête aussi de nos fenouilles, confites au jus d'orange, comme c'est joli. Ils ont bu tout le jus d'orange. C'est extrêmement... C'était réduit, quoi. Oui, ça réduit, ça dis donc, ça c'est très moelleux, et ça donne un goût absolument merveilleux. Vous pouvez l'agrémenter d'une petite épice douce, si vous voulez. Pourquoi pas un peu de cannelle, par exemple. Pourquoi pas un peu de coriandre en graines. C'est-à-dire ce goût oriental qui va si bien avec le goût d'orange et d'anis. Coriandre fraîche aussi. Également. Et regardez. Coriandre fraîche ensuite. Montre-nous ce pot de sel que tu as là avec toi, qui est la production de James. Voilà. Regarde, montre-nous ça comme c'est beau. Ce sont des fleurs de bleuet, de soucis et de rose. Que tu mets dans la fleur avec de la sel. fleur de sel. Donc il y a 4 fleurs, la fleur de sel, souci, rose et bleu. Voilà. C'est joli. Voilà, c'est très très joli et c'est délicieux parce que ça confère. Ça rafraîchit, ça donne une fraîcheur. Exactement. Et on les retrouve sur le poisson là, ces petites pétales de fleurs séchées. Bravo James, c'est une merveille. Qui c'est qui vient goûter? Ah, c'est Pauline avec sa maman. Oh, Pauline est avec nous. Regarde, vas-y Pauline, j'espère. Merci Pauline. Venez goûter Allez, ce poisson. Pauline, vas-y. Et le fenouil. Tu leur coupes des petits bouts de fenouil, James? Oui. S'il te plaît. Merci. Allez, regardez, ça se régale ici. Évidemment, allez-y mesdames, allez-y. N'hésitez pas à goûter. Les amis, on sera là demain à Saint-Martin de Ré pour vous faire partager notre enthousiasme sur l'île de Ré. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.